Bonjour tout le monde. Donc, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site First Human Multi-Intelligence.com. Donc, le titre de cette vidéo est Processus responsable de la formation de force d'un nouvel atome à la fois, partie 2. Mais aussi de la formation d'un seul proton à la fois au début et aussi d'un seul neutron à la fois au début aussi, ou ensemble. J'expliquerai plus loin dans la vidéo comment c'est possible. Donc, en outre, et cet article-là provient de mon article Trou noir 4 de 4, en fait, qui a pour conséquence d'expliquer qu'en fait les trous noirs, c'est pas la bonne expression, mais que le vrai terme qui devrait être utilisé, c'est plutôt sphère céleste noire. Parce qu'un trou noir, c'est juste la partie visible de la zone circulaire d'engloutissement. Et un trou noir ne peut pas exister sans structure en dessous, et cette structure est une sphère céleste noire. En outre, lorsque des particules élémentaires sont aspirées ou avalées de force dans une sphère céleste noire de toute taille, elles se retrouvent à rejoindre le contenant flottant central de la sphère céleste noire qui est celui de l'hydrogène. Lorsque l'une d'entre elles ne se fait pas capturer de force en route pour former un proton ou un neutron ou une paire de protons ou neutrons. Non, pour former un proton ou un neutron de l'une des 93 autres espèces d'éléments chimiques naturels. Et pourquoi? Parce que leur volume fait partie de ceux qui sont les plus petits. Et parce que la pression interne de la sphère céleste noire et tout au long de sa vie est la plus élevée de tous les objets de l'univers. Donc les étoiles ne peuvent pas former à nouveau un nouvel atome à la fois. C'est impossible. C'est seulement les sphères célestes noires qui peuvent faire ça. De plus, selon une source qui a été acceptée jusqu'à présent par les physiciens en physique des particules, il existe selon eux jusqu'à 61 espèces de particules élémentaires. Et j'ai aucune raison de rajouter ces 61 particules, ces 61 espèces. Et je reconnais leur travail. Je suis en parfait accord avec ça, même si il demeure nécessaire dans le futur de valider ou d'invalider certaines d'entre elles. Mais bon, mais pour l'instant, j'accepte parfaitement ces 61 espèces. D'autre part, et indépendamment du fait qu'il existe 61 espèces de particules élémentaires ou non, ce qui est certain, c'est qu'il existe un certain nombre de particules élémentaires qui servent à former de force un proton. Et qu'une d'elles est d'une seule espèce pour chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels, compte tenu du fait qu'un grand pourcentage des atomes d'hydrogène sont formés d'un seul proton. Et donc, les neutrons n'ont... Ça, c'est une preuve comme quoi les neutrons ne peuvent pas être d'une seule espèce, mais plutôt c'est-à-dire d'une seule espèce pour chaque élément chimique, mais plutôt d'une seule espèce pour tous les éléments chimiques. Et donc tout ça de manière à éviter un mélange entre elles. Lorsqu'une d'elles est réunie de force à une autre ou à d'autres pour former un proton. Parce qu'il existe un seul ensemble unique de particules pour la formation de force de chaque espèce de proton pour chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. D'autre part, en prenant en compte qu'un proton est composé de 3 particules qui sont 2 quarks U et 1 quark D, et qu'un neutron est composé de 3 particules qui sont 2 quarks U, donc ils sont inversés, donc ils sont composés de 2 quarks D et d'un quark U. Et en prenant en compte qu'un atome du bord 10, puis il y en a un seul, là, donc il n'y a pas d'isotope.
par exemple, est composé entre autres de 5 protons et 5 neutrons. Lorsqu'un proton ou un neutron se forme de force à l'intérieur du contenant flottant de l'hydrogène, il y reste. Et à partir du moment où un proton se lie de force à un neutron, il forme une première paire de protons-neutrons de l'une des 94 espèces d'éléments chimiques naturels. Et dans ce cas-ci, d'une paire de protons-neutrons du bord. Mais c'est la même chose pour les 94 autres espèces d'éléments chimiques naturels. Et le fait que le contenant flottant central peut renfermer un faible pourcentage de paires de protons-neutrons de l'hydrogène, cela a pour conséquence pour toutes les premières paires de protons des 93 autres espèces d'éléments chimiques naturels qu'elles restent dans le contenant flottant central de l'hydrogène, même si elles sont d'une autre espèce. Mais à partir du moment où une première paire de protons de l'une des 93 autres espèces d'éléments chimiques naturels se lie de force à un neutron additionnel, il forme une paire de protons-neutrons qui est liée de force à un neutron additionnel de l'une des 93 espèces d'éléments chimiques naturels. Et cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets, qui est celui, et tout au long de leur vie, qui est celui de la sphère céleste noire de toute taille, de forcer ce triomphe à sortir de force du contenant flottant central de l'hydrogène pour entrer de force dans le contenant flottant de l'hélium. Parce que l'hélium renferme des paires de protons, neutrons qui peuvent être liés à un autre neutron. Et pour les 93 autres espèces, y compris pour celle de l'hélium, donc pour l'hélium et les 92 autres espèces d'éléments chimiques naturels. Par la suite, lorsqu'un atome commence à se faire assembler de force et partie par partie à partir de la construction de son noyau central, l'augmentation de son volume a pour conséquence de le faire déplacer d'un contenant flottant à l'autre et jusqu'à sa destination finale lorsque la réunion forcée d'une quantité suffisante de ces parties d'atomes est complétée. Et donc, c'est tout à fait logique que à l'intérieur d'une sphère céleste noire, ça procède en fonction de leur volume. Et pour les 93 autres espèces d'éléments chimiques naturels. Et donc, parce qu'à partir de leur augmentation de volume, ils changent du contenant central de l'hydrogène au suivant qui est celui de l'hélium, et ainsi de suite, lorsqu'il s'agit du plutonium, qui est celui qui est le plus volumineux, et c'est le seul qui se rend jusqu'au 94e contenant flottant qui est le plus éloigné du centre. Donc voici pour cette vidéo et je poursuis dans d'autres vidéos. Donc merci et à la prochaine.